Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir été expatrié en Irlande et que notre vidéo vous ait énormément plu et aidé, ça y est, on est officiellement expatrié en Australie. Et donc, on a décidé de vous faire la même vidéo. Comment trouver un appartement, comment trouver un travail, quelles sont les démarches administratives à faire pour venir ici. On vous raconte tout dans cette vidéo Expat en Australie. C'est parti! Ça fait maintenant 6 mois qu'on a déménagé en Australie à Sydney. Donc, on a quitté la France pour venir s'installer Down Under, comme on appelle l'Australie ici. Donc ça y est, on pense avoir suffisamment de recul sur toutes les démarches à faire avant de partir, les démarches à faire aussi pendant les premières semaines à l'arrivée en Australie et notre expérience d'expatrié. Donc c'est ce qu'on veut vous raconter dans cette vidéo pour vous aider pour les personnes qui sont dans une situation similaire. Donc pour donner du contexte, quand est-ce qu'on est venu, pourquoi et comment, c'est parti. On est arrivé le 9 janvier, donc clairement au début d'année, sachant que là actuellement on est fin juillet. L'entreprise de Ben qui a proposé de nous relocaliser. Moi en fait j'ai dû démissionner et en fait on a rapidement choisi Sydney parce qu'il y a beaucoup plus ce côté océan, plage, lifestyle vraiment sur la côte et au bord de l'océan. Melbourne c'est une superbe ville. Surtout au niveau culturel et sportif, mais ça ressemble plus à une grosse ville comme on peut avoir en Europe. Quelles sont les démarches à faire avant votre départ? Donc la première chose à savoir, vraiment la toute première chose, c'est vraiment de savoir quel est votre visa. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire de toute façon sans visa. On a un visa de travail qui est sponsorisé par une entreprise, qui est nécessaire pour pouvoir travailler en fait, notamment dans un travail qualifié en Australie. Donc c'est vraiment différent de tout ce qui est PVT ou aussi appelé Working Holiday Visa qui donne pas les mêmes droits et conditions, mais c'est aussi une option de visa. Et en fait, il faut savoir qu'il y en a énormément de visas. D'ailleurs, ils ont tous des numéros. Et nous, c'est 482. C'est vraiment des conditions différentes pour tous les visas. Aussi des temps d'attente d'obtention de visa différents. Sachant que pour le visa 482, vous pouvez pas vous-même faire la demande. C'est une entreprise qui doit le faire et qui doit vous sponsoriser. Des visas que vous pouvez vous-même faire la demande, il y en a peu, à vrai dire. Il va y avoir le visa tourisme, mais c'est que pour 3 mois, vous pouvez pas travailler. Il va y avoir le Working Holiday Visa, comme elle a dit, donc le PVT. Celui-là, il est pour 1 an. Oui. Renouvelable 2 fois sous certaines conditions. Et ensuite, il y a le Student Visa. Du coup, si vous venez faire des études ici. Mais voilà, donc nous, en fait, notre expérience ici qu'on raconte, c'est pour le visa de travail. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, vraiment, cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous voulez obtenir ce visa, donc la première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner sur les conditions d'entrée, tous les documents qu'il va vous falloir. Est-ce que vous êtes éligible aussi? Parce qu'il faut répondre justement à toutes ces conditions. Quels sont les droits ensuite que vous avez sur place? Est-ce que ça correspond à votre projet et à ce que vous voulez faire en Australie? Quelle est la durée? Parce qu'il y a aussi plusieurs options de durée. Donc notamment pour notre visa, c'est 2 ans ou 4 ans. En fonction de la durée, les demandes de documents et les conditions sont pas les mêmes. Donc voilà, faut un peu checker tout ça avant de vous lancer dans l'expérience. On postule. Et donc comment ça se passe? Puisque moi, je n'avais pas de travail comme j'ai dit. Donc en fait, l'entreprise de Ben a sponsorisé Ben pour qu'il soit relocalisé de la France à l'Australie. Et par la même occasion, ils ont gentiment accepté de me sponsoriser. En fait, ça s'appelle partenaire de facto visa. Donc en fait, j'ai le même visa, mais rattaché à Ben en tant que partenaire. Et donc là aussi, ça suppose de prouver un certain nombre de choses pour prouver qu'on est donc dans une relation sérieuse, sur le long terme, etc. Ça me permet d'avoir le droit de travailler en Australie, donc de chercher un travail et de travailler sans que mon entreprise ait à me sponsoriser elle-même. Moi, contrairement à elle, vu que j'étais sponsorisé par cette entreprise, je dois travailler pour cette entreprise parce que si je ne travaille plus pour elle, notre visa n'est plus valable. Réfléchissez bien quand même au travail que vous considérez et à l'entreprise, parce que si vous voulez rester en Australie et que vous voulez changer d'entreprise, bah c'est pas possible avec ce visa. Donc en fait, sinon vous n'avez plus de visa. Donc ça c'est quelque chose à savoir avant. Prévoyez vraiment énormément de temps en fait pour déjà vous-même rassembler tous les documents. Donc ça va du simple certificat de naissance à passer des tests d'anglais et avoir des résultats minimum, à donner son casier judiciaire, à parfois faire des visites médicales. Vous savez quoi, on va s'arrêter directement sur le test d'anglais parce que j'imagine beaucoup d'entre vous se posent la question à propos de ça. Et en plus, c'est pas très clair pour être honnête sur internet. Le test d'anglais doit être fait uniquement par la personne sponsorisée, en l'occurrence moi, et du coup Maë n'a pas eu besoin de faire de test d'anglais, qui était bien dommage étant donné qu'elle a un niveau 46 milliards de fois supérieur au mien. Quand on a regardé les tests, moi j'ai pris le seul qui était disponible à la maison. Ouais, à distance en fait, vous pouvez le faire directement depuis un ordinateur. Qui s'appelle le TOEFL. Pour les notes requises, c'est B2. Donc voilà, trop content, j'ai eu mon TOEFL. Ce qui se passe très souvent, c'est que les entreprises passent par des avocats en fait spécialisés en immigration.
question. Il y a une liste donnée par le gouvernement australien de métiers qui sont acceptés en fait pour être des métiers sponsorisés. Donc en gros, je vous la fais simple. Quand l'Australie a besoin de certains métiers, par exemple dans le médical, ils vont ajouter infirmiers, médecins, etc. sur la liste. Et ça, c'est des métiers qui peuvent être sponsorisés. Si votre métier n'est pas sur la liste, dans tous les cas, vous n'avez pas accès à la possibilité qu'une entreprise vous sponsorise. Après, pour être honnête, il y a une liste de métiers tellement énorme qu'il y a peu de chances que votre métier ne soit pas dedans. Sachant que pour certains métiers, vous devez aussi passer des tests pour montrer en fait votre aptitude à faire ce métier-là. Donc vous ne pouvez pas non plus inventer complètement quelque chose avec une entreprise. Et vous devez aussi donner vos diplômes, des preuves d'expérience suffisantes dans ce métier, etc. Donc Ben, par exemple, il avait dû, je crois, prouver minimum 5 ans d'expérience dans son domaine. Enfin voilà, après, les conditions diffèrent en fonction des métiers. Une des choses qui va aussi vous être demandée pour faire la demande de visa, c'est d'avoir une assurance médicale valable en Australie. Donc oui, vous avez bien entendu, il faut payer une assurance pour quand vous allez être en Australie, avant même de savoir si vous allez pouvoir avoir un visa qui va vous permettre d'entrer en Australie. Ça, c'est une des démarches à faire. Et attention, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. Ça dépend de votre pays et du visa que vous demandez. Pour nous, donc pour les personnes qui demandent un visa de travail, ça s'appelle OVHC, donc Overseas Visitor Health Cover. Alors juste pour notre cas, si jamais ça peut vous aider, que vous n'avez pas envie de faire de recherche, on a pris NIB. C'est une qu'on a jugée être bien à distance, qui au final s'avère bien. Après, on s'est pas pété la jambe depuis qu'on est arrivé. Puis pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, vous avez fini votre dossier. Donc nous, on était tout contents, on l'avait fini. On l'a envoyé à l'avocat. Les délais de traitement varient vraiment en fonction de votre visa et de la durée du visa. Donc nous, on a un visa de 2 ans et donc c'est moins long à obtenir que le même visa pour 4 ans par exemple. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux test d'anglais? Eh bien, figurez-vous qu'on a reçu un mail de notre avocat comme quoi le TOEFL n'était plus accepté. Donc incompréhensible, sachant que sur le site officiel du gouvernement australien, c'était toujours écrit que le TOEFL était accepté. Le seul test qui est accepté pour ce visa, c'est l'IELTS. Et vous pouvez pas le passer à distance d'un ordinateur chez vous parce qu'il y a plusieurs types d'IELTS. Donc ça aussi, il faut vraiment le savoir. Il faut que vous alliez dans un centre agréé. Sachant que vous ne pouvez passer le test qu'une seule fois. Sinon, si vous ne l'avez pas, c'est mort. Et transmettre directement les résultats au gouvernement australien. Du coup, on se retrouve à chercher une date dans un centre d'IELTS. Il y avait plus de dates dans la France entière. Donc heureusement, on habitait à Annecy. Il y avait une date à Genève. C'était reparti le stress de fou, les révisions et tout. Parce que c'est des tests différents. Donc même si bien sûr ça teste le niveau d'anglais et que le principe est le même, ça teste compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, ok. Mais les exercices et la logique en fait d'évaluation de l'examen sont pas les mêmes. Donc quand vous passez un test comme ça et qu'en plus vous avez qu'une chance, faut vraiment s'entraîner en fait à répondre à qu'est-ce que les évaluateurs veulent pour avoir la note minimum. Voilà, donc si jamais vous devez faire ces tests, entraînez-vous bien. Heureusement, j'ai eu les bonnes notes, donc c'est bon, on a pu envoyer tout ça à l'avocat et demander notre visa. Et incroyable, on a reçu notre visa en 8 jours, on a été hyper chanceux sur ça. On a aussi dû envoyer notre chat, nous en Australie, donc on a fait une vidéo entière à propos de ça, tellement c'est compliqué. Si jamais vous voulez envoyer votre animal, c'est pas impossible, mais vraiment, il y a beaucoup de démarches, donc allez voir cette vidéo. Dans tous les cas, votre animal domestique devra faire une période de quarantaine dans le centre de quarantaine national qui se situe à Melbourne et votre animal ne peut pas voyager avec vous, il doit voyager par avion en saute séparément. Et ça va coûter très cher. Et prévoyez en gros 8 mois à 1 an environ si vous arrivez à faire tout le process correctement. Maintenant, on vous parle des recherches de travail. En Australie, ils fonctionnent beaucoup avec les agences de recrutement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit network de plein de recruteurs pour qu'en fait, ils pensent à vous quand ils ont des offres, sachant que c'est pas à vous de les payer, c'est les entreprises qui recherchent en fait, qui rémunèrent les agences de recrutement et les recruteurs. Et il y en a énormément et c'est vraiment très courant ici. Ouais, ça peut paraître complètement fou, mais vous pouvez avoir des rendez-vous en vrai avec un recruteur. Vous avez vraiment l'impression de l'avoir payé. Le mec il bosse, il est en mode quel est ton profil? Ok, c'est ça. Moi j'ai ça qui peut potentiellement intéresser. Il va se battre entre guillemets pour essayer que vous ayez le job. Pour être sponsorisé par une entreprise sans jamais avoir travaillé dans l'entreprise avant, c'est très compliqué parce que très compétitif. Énormément de gens cherchent à être sponsorisés par des entreprises. Donc si c'est votre objectif, bon courage, il va falloir s'accrocher. Ça ne fonctionne pas évidemment avec des PVT. N'oubliez pas que l'Australie c'est quand même un pays où y a énormément de profils qui sont déjà qualifiés
et les universités australiennes sont de très bonnes universités. Donc en fait, vous avez aussi de la compétition locale et les entreprises très souvent n'ont aucun intérêt en fait à choisir un étranger qu'ils vont devoir sponsoriser plutôt qu'un Australien qui est tout aussi bien, voire mieux qualifié. Alors cependant, par rapport aux universités, nous en France, on a tendance à faire des masters. Ici, ils ont tendance à s'arrêter au bachelor. Donc si vous avez un master, ça sera forcément un plus. Voilà, juste pour vous donner des exemples, nous on a beaucoup d'amis qui sont là depuis peut-être 6 mois et qui n'ont toujours pas trouvé de sponsor. Donc voilà, c'est vraiment dur de trouver un sponsor. C'est pas impossible, mais voilà, c'est vraiment la partie la plus dure. Vous avez plus en fait intérêt à bosser pour une entreprise en France et à vous faire transférer comme Ben l'a fait, plutôt que d'essayer de chercher un sponsor directement. Et sinon, l'autre option, en fait, aussi, c'est de chercher des VIE et vous avez un visa aussi qui va avec. Si vous vous inquiétez de votre niveau d'anglais, moi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça parce qu'en fait, l'Australie est un pays hyper multiculturel. Les gens ont tous des accents et des niveaux d'anglais vraiment très différents. Les deux villes qui sont les plus actives économiquement parlant, c'est Sydney et Melbourne. Le choix se fera aussi par rapport au climat. À Sydney, il fait quand même un peu plus beau, un peu plus chaud. Melbourne, c'est un peu plus l'Angleterre. Parlez de ça aussi parce que c'est important en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Melbourne est une ville qui est beaucoup plus reconnue au niveau culturel et sportif par exemple. Donc si vous travaillez dans ces domaines-là, vous allez peut-être pouvoir vous tourner directement vers les entreprises qui sont basées à Melbourne. Et Sydney est beaucoup plus reconnue par exemple dans le domaine de la tech ou de la finance. Donc voilà, c'est des petits indices aussi à prendre en compte si vous voulez faire des recherches de travail. Sachant qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui recrutent en full remote. Bon, maintenant, quelque chose de très important pour déménager ses affaires. Donc vous avez toujours le choix de venir avec une valise et puis tout reconstruire ici. Ou alors, comme nous, vous voulez emporter des choses depuis la France et du coup, vous avez deux options pour ça. Soit l'avion, soit le bateau. L'avion, c'est l'option la plus coûteuse, mais c'est aussi l'option la plus rapide et la plus sûre. Ça prend environ 1 mois de délai pour que vos affaires soient transférées en Australie. Sachant que si vous n'êtes pas prêt à l'arrivée, ils peuvent aussi stocker. En fait, vous pouvez leur dire au dernier moment, je veux que vous stockiez mes affaires pendant tant de temps et ensuite vous les faire livrer. Sachant que sur papier c'est 1 semaine parce que c'est super rapide l'avion, mais en fait après il y a plein de démarches, de douane, tout ça, donc voilà, c'est pour ça qu'on dit globalement 1 mois, mais ça peut quand même être moins. Pour ce qui est de l'option du bateau, c'est une option qui est plus longue, le délai varie énormément, on peut vous dire environ de 3 à 6 mois, encore une fois, très souvent ils vous disent que c'est environ 2 mois, mais nous on a eu beaucoup de témoignages de gens qui disaient que ça allait jusqu'à 7-8 mois, donc ça nous a aussi un peu refroidi, et il y a aussi plus de risques, notamment pour ce qui est de la moisissure en mer, qui est un risque quand même courant. Le prix s'évalue par bateau en fonction du volume, puisque vos affaires sont transportées dans un conteneur, et donc c'est en gros combien de place ça va prendre dans le conteneur, et par avion c'est par poids. On avait aussi réfléchi à faire un peu de chaque, on vous le recommande pas, ça se fait pas trop en fait, parce qu'il y a tout un processus de déménagement, etc. Et de splitter en 2 déménagements, ça va probablement vous coûter plus cher et être très compliqué. Donc nous, on a choisi l'entreprise Sanelo. Nous, ça s'est très bien passé. Il y en a plein. On avait 25 cartons. On n'avait que des affaires personnelles et aucun meuble. On vous recommande pas forcément de déplacer vos meubles, à part si vraiment vous y tenez absolument. Et vous faites à ce moment-là un déménagement par bateau. Et on ne pensait pas que ça allait prendre autant de cartons, mais avec tous les emballages, etc., ça va vite. Voilà, ça a coûté un peu moins de 10 000 €. Si on avait pris l'option bateau, ça aurait coûté à peu près 2 fois moins. Donc comment ça se passe pour les démarches? En fait, à partir du moment où vous contactez l'entreprise, donc dans notre cas Sanelo, vous pouvez faire un appel en fait vidéo avec un spécialiste et montrer toutes les affaires que vous voulez déménager. À partir de là, ils vous font un devis. Donc ensuite que vous pouvez accepter et vous payez à l'avance ce devis-là, donc vous engagez pour soit un volume, soit un poids. Et attention, ça diffère pour les entreprises, mais par exemple, pour Sanelo, c'était un prix garanti. Donc même si le jour même, on avait une légère différence, et ben c'était pas grave, et il restait sur le prix qu'on avait décidé à l'avance. Ensuite, vous faites tous les papiers, il y a énormément de papiers à donner pour tout ce qui est douane, et il y a énormément de restrictions aussi. Les Australiens sont hyper compliqués pour ça. Le truc, c'est le risque de biosécurité en Australie. Donc c'est un peu le mot qu'ils adorent, qu'ils utilisent partout à tout va. Et on peut transférer notre chien en Australie, mais on n'a pas le droit d'amener des affaires qui ont des poils de chat, donc ça c'est complètement lunaire. De toute façon, d'ailleurs, on a sorti des vlogs sur notre déménagement. Vous verrez tout quand on emballe, quand on clean nos chaussures, quand il y a les déménageurs qui viennent, bref, il y a tout en vlog sur la chaîne. Donc voilà, tout ce qu'on vous raconte, c'est illustré dans nos vlogs. Tout ça pour vous dire que suite à ces papiers et ces démarches, où notamment on va vous demander votre visa, c'est pour ça qu'on vous disait que le visa est la première étape parce qu'il conditionne tout le reste, vous avez
avez ensuite une date à laquelle vous vous êtes mis d'accord où les déménageurs viennent chez vous en France, emballent tout dans des cartons qu'ils ont amenés, s'occupent de sécuriser vos affaires, etc. Emmènent vos affaires soit en port, soit en aéroport, font du coup le transport et ensuite font toutes les démarches de douane à l'arrivée pour le contrôle des cartons, vous livrent chez vous, déballent toutes les affaires et rembarquent leur carton. Alors ça peut paraître un truc un peu de luxe que les déménageurs viennent et emballent eux-mêmes. Nous-mêmes les premiers, on était en mode non, on va économiser de l'argent parce que chaque petite étape en fait est payée forcément. Mais en fait globalement vous êtes obligé de prendre cette option parce que si c'est pas eux qui emballent, vous n'êtes pas assuré. Vous n'êtes pas assuré pour le transport, donc en fait c'est obligatoire que ce soit eux qui gèrent le process de A à Z. Sachez qu'il faut être aussi un petit peu flexible sur la date à laquelle les déménageurs viennent chez vous, puisque généralement ils savent un peu au dernier moment quelles sont les disponibilités de transport. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait gardé toutes les affaires dont on avait besoin pour le premier mois sur place et qu'on avait tout mis dans une valise et tout le reste, on l'a fait shipper avec les déménageurs. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre les billets d'avion. Vous allez avoir plein de choix de trajets. Globalement, c'est 22 heures, je crois, de transport. Ça vous coûtera environ entre 1000 et 1500 € pour un aller. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est les derniers petits détails qui vous restent à régler, mais c'est des choses qui peuvent vous être bien utiles. Dont une des recommandations qu'on a pour vous, c'est d'ouvrir un compte de transfert d'argent avant votre arrivée en Australie. Donc par exemple, on vous recommande OFX. Ça vous permet de transférer des euros dans une banque australienne lorsque vous l'aurez ouverte sur place. Ne passez surtout pas par vos banques directement, puisqu'en fait, vous allez vraiment être plumé et ils prennent des frais exorbitants. Donc, si vous faites l'ouverture de ce compte à l'avance, ça vous permettra directement d'être opérationnel une fois sur place, sachant que ça prend quand même quelques jours à se faire pour l'ouverture, pour le premier transfert, etc. Pour les premiers mois, vous devez prévoir comme si vous partiez en vacances. Donc, prévoyez évidemment un logement, Airbnb, hôtel, ce que vous voulez. Bon, ça sera quand même mieux de payer un Airbnb pour un mois, ce sera moins cher. On vous conseille de loger dans le centre, puisque pensez quand même qu'au début, vous allez vraiment devoir utiliser les transports en commun. Vous allez avoir besoin d'aller dans plein de services administratifs pour faire tous vos papiers, donc c'est cool de ne pas être à 1 heure de transport. Surtout que les villes sont très étendues en Australie. Pour le reste, c'est pareil, faites comme si vous partez en voyage classique, donc prévoyez des devises étrangères. Prévoyez aussi de prévenir votre banque pour pas que votre carte bancaire soit bloquée une fois sur place en voyant les transactions à l'étranger. Prévoyez des adaptateurs pour une fois que vous arrivez sur place. Prévoyez aussi d'emporter des médicaments pour les premières semaines, les premiers mois et pensez à prendre un certificat médical avec puisque c'est requis par les douanes. Faites une copie numérique de tous vos papiers, surtout qu'on va vous demander pas mal de preuves pour faire vos papiers une fois sur place en Australie, ouvrir un compte en banque, etc. Donc c'est toujours utile et puis si vous arrive un pépin, vous aurez des copies sur votre ordi. Et puis c'est toujours bien aussi de s'informer et de rester au courant des dernières nouvelles. Si vous pouvez rejoindre des groupes Facebook par exemple ou des forums sur internet, on vous recommande aussi ça avant le départ. Deuxième partie, maintenant vous avez fini toutes vos démarches à faire avant de partir. Vous avez pris votre avion, vous êtes bien arrivé en Australie. Quelles sont les démarches à faire, les choses à penser pour vos premières semaines une fois sur place? Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une carte SIM australienne pour avoir un numéro australien parce que dans toutes les prochaines étapes, ils vous demanderont votre numéro, donc c'est super important. Ici, il y a globalement 3 opérateurs, Vodafone, Telstra et Optus. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez prévu de faire en Australie. Par exemple, Vodafone, ils sont très bien si vous restez en ville, nous on n'a jamais aucun problème, c'est top. En l'occurrence, si vous allez vadrouiller partout en Australie, c'est Telstra qui sont reconnus pour ça. Donc voilà, ça va dépendre de vos besoins. Mais globalement, un forfait de téléphone, je crois que c'est quand même 50 $ le mois. Ouais, c'est à peu près ça avec des données internet. Donc c'est pas donné. Et vous pouvez obtenir votre carte SIM directement sur place en allant chez l'opérateur. Donc ça, c'est rapide et efficace et c'est ce que vous devez prioriser. Deuxième étape, une fois que vous avez votre numéro de téléphone, vous devez ouvrir un compte bancaire australien. Donc les banques principales, c'est NAB, National Australian Bank, Westpac, Commonwealth ou encore ANZ. Et vous avez besoin vraiment d'un compte local australien pour recevoir votre salaire et faire plein d'autres démarches sur place. Généralement, ils peuvent vous ouvrir le compte le jour même si vous avez pris rendez-vous à la banque. Donc ça peut être peut-être intéressant de prendre rendez-vous un petit peu avant de partir par exemple. Et après, vous pouvez utiliser votre carte bancaire depuis votre téléphone et ça met environ 1 semaine à la recevoir.
Et donc, vous avez compris, on va vous demander une adresse postale, conditions qu'on vous demande pour chaque prochaine étape. Troisième étape, faites votre démarche pour votre TFN. Donc le TFN, c'est quoi? C'est le Tax File Number. C'est l'équivalent de l'identifiant que vous utilisez en France pour vos impôts. Il vous faut une adresse locale parce qu'il vous l'envoie par la poste en environ 2 semaines. Donc nous, on n'avait pas d'adresse fixe parce qu'on était au Airbnb. On avait la chance de connaître quelqu'un qui habitait déjà ici. Donc on a pu mettre son adresse. Vous pouvez faire la demande sur internet, mais il vous envoie le numéro par papier, par voie postale. Ensuite, ce qu'on vous recommande, c'est de créer directement votre carte de transport. Donc par exemple à Sydney, ça s'appelle la carte Opal. C'est hyper pratique parce que vous avez besoin que d'une seule carte pour tous les transports en commun, bus, tram, train, ferry, etc. Ici, un bip en entrant dans les transports et en sortant. Comme en Irlande, prochaine étape et je pense la plus difficile après le fait de se faire sponsoriser, trouver un appart. Donc ici, comment on trouve un appart? On trouve un appart principalement sur internet. Vous pouvez utiliser 2 sites, domain.com ou realestate.com. Sachez que le marché de l'immobilier est hyper compétitif en Australie, enfin surtout dans les grosses villes. Donc utilisez bien ces sites-là, il y a toutes les annonces dessus, mais prévoyez un petit peu de marge de temps pour trouver un appartement. Si vous trouvez vraiment rien sur ces sites-là, il y a quand même une autre possibilité, ou si vous cherchez des short term, c'est sur Facebook Marketplace. Il y a énormément aussi de gens qui proposent des sous-locations. Il y a aussi énormément d'arnaques, donc il faut faire attention, mais c'est quand même possible. On connaît des gens ici qui ont trouvé leur appart sur Marketplace. Voilà, c'est bon à savoir. Souvent court terme, donc si vous voulez vous installer sur le long terme, privilégiez plutôt les sites officiels, mais c'est une option qui existe. Par rapport à Marketplace, ici en Australie, ils utilisent énormément ça. C'est un peu leur le bon coin. Ça sert à rien de vous y prendre trop à l'avance pour réserver des visites d'appart parce qu'en fait, le marché est tellement compétitif que ici, c'est vraiment action-réaction. Limite, ça se fait dans la journée, donc vous pouvez réserver en fait des visites d'appart uniquement quelques jours avant, voire même parfois le jour même. C'est des visites d'appart collectives. Les agences proposent un créneau sur le site, vous rendez à l'appartement à ce créneau-là et vous pouvez être avec 30 autres personnes qui viennent visiter le même appartement. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que ça va être très compliqué d'obtenir un logement. Nous, à titre d'exemple, on a fait des dizaines et des dizaines de visites en combien de 2-3 semaines. Ouais. Et du coup, on était un peu démoralisés parce qu'en plus, il n'y a rien qui nous plaisait. Quand on vous dit qu'il n'y a rien qui nous plaisait, c'est aussi qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de logements qui sont insalubres ici. Moi, j'ai visité des appartements où il y avait de la moisissure sur les murs. Donc, le tri est aussi très vite fait. Et comme le marché est hyper compétitif et qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre, en fait, ils louent quand même tous ces apparts. Ils trouvent toujours preneur de toute façon pour n'importe quel appart. On vous recommande de privilégier, si vous êtes plutôt dans l'hémisphère nord de l'Australie, un appartement avec la climatisation, puisque il fait quand même assez chaud et il y a beaucoup d'humidité, donc il faut aérer tout le temps. En tout cas, si vous visitez un appart qui vous plaît, il va falloir vraiment vous défendre le jour J. Tout passe vraiment par les agences immobilières ici, et donc vous visitez avec des agents. Ça se fait comme ça, c'est les propriétaires qui payent les agents. Donc contrairement à en France, vous n'aurez pas du tout de frais d'agence. Donc n'hésitez pas à faire juste uniquement 100% ça. C'est comme pour le job, tout se fait par des agences de recrutement ou les agents immobiliers. C'est un métier très répandu en Australie et très lucratif. Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que vous devez en fait postuler un appartement en ligne directement sur les 2 sites dont on vous a parlé, Domain ou Real Estate. Et pour postuler, on va vous demander une liste de choses assez impressionnantes, notamment des références de vos anciens propriétaires, par exemple une lettre de la banque qui prouve que vous avez suffisamment d'argent sur votre compte. Ils vont envoyer un email à votre travail qui va confirmer que oui, vous avez bien un travail. Il n'y a pas toutes les agences et tous les propriétaires qui acceptent les animaux. Nous vous recommandons de faire une pratique qui est très courante ici. Attention, nous ne sommes pas bizarres. Faire un CV pour son animal. Donc Silky, un très très beau CV, très convaincant. Certainement mieux que le vôtre. Exactement, qui a été rajouté à la candidature et qui a fait mouche. Donc testé, approuvé et vraiment c'est utilisé par énormément de gens ici. Et qu'est-ce qu'on écrit dans le CV? C'est simple, hein, je suis propre, je ne fais pas pipi partout, je ne miaule pas. Je suis vaccinée, voilà. L'animal a une puce. Et on vous parle de visite, c'est hyper important de toujours visiter, surtout en Australie, il y a énormément d'immigrés. Et qui dit ça, qui dit énormément d'arnaques aussi avec tous ces nouveaux arrivants. Donc visitez toujours un appartement. Autre point important, les loyers. C'est assez cher en Australie, on va pas vous le cacher. Pas assez cher, c'est très cher. Voilà. Les loyers se payent à la semaine. Donc voilà, les prix que vous voyez en ligne, ce ne sont pas des prix mensuels. Un loyer en dessous de 700 $ à la semaine, c'est quasiment impossible. En tout cas à Sydney, dans les grosses villes. Quoi d'autre à savoir? La caution n'est pas payée à l'agence ou au propriétaire, c'est payé par vous à une entité
du gouvernement. Et c'est une caution d'environ 1 mois de loyer. Normalement, c'est à peu près toujours le truc standard. Et dès que vous avez votre appartement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi configurer tous les services, électricité, gaz. Donc, c'est des choses auxquelles vous pouvez penser si vous voulez regarder aussi quelle entreprise vous voulez choisir. Troisième partie, ce que vous devez faire sur le plus long terme. Voilà, une fois que vous êtes bien installé en Australie, quelles sont les démarches auxquelles vous devez quand même penser après le premier mois sur place, dans les 6 mois de votre arrivée? Donc c'est important de déclarer votre changement de résidence fiscale, donc à la sécurité sociale, à votre banque, aux impôts. Donc maintenant, vous allez normalement avoir une résidence fiscale australienne. Et ça va vous permettre de déclarer à la France que vous êtes parti et que donc vous avez plus d'impôts à payer en France et vous allez pouvoir déclarer vos impôts en Australie avec votre tax file number que vous avez demandé dès votre arrivée en Australie. Et d'ailleurs, nous, on est en plein là-dedans en ce moment. On est en train de faire notre déclaration d'impôt, notre première déclaration d'impôt australienne. Ensuite, acheter une voiture en Australie. Alors, je sais pas si vous le savez, mais ici, la conduite est à gauche. C'est important de prendre une assurance tout risque. Il faut bien penser à enregistrer la plaque de votre voiture parce que c'est l'équivalent de votre carte grise ici. Et pensez aussi à transférer, si ce n'est pas encore fait, votre permis français ou international à un permis local australien. Vous serez obligé de le faire au bout de 3 mois maximum, puisque vous ne pouvez plus conduire avec votre permis international au bout de 3 mois en Australie. Donc vous allez devoir transférer votre permis en permis local en fonction de votre état et payer pour ça pour une durée. Je crois que nous on a pris 2 ans ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous allez devoir faire aussi si vous travaillez en Australie? C'est choisir votre fonds de retraite, votre fonds de pension. Ça, c'est obligatoire en Australie. C'est des fonds de retraite privés proposés par l'employeur. Donc, chaque employeur, généralement, propose un fonds de retraite. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, vous choisissez juste le fonds de retraite de votre employeur. Et c'est votre employeur qui verse un pourcentage de votre salaire chaque mois sur ce fonds de retraite. Les salaires sont très souvent payés de manière mensuelle en Australie, mais tous les 15 du mois et non pas à la fin de chaque mois comme en France. Ensuite, c'est important de se déclarer sur le registre des Français à l'étranger. Grâce à ça, vous allez pouvoir voter. Petit fun fact, quand tu es inscrit sur ce registre, donc nous, on a pu voter directement en ligne. Et ça vous permettra aussi d'être sur la liste des Français qui sont connus, qui sont expatriés et qui habitent en Australie si jamais il y a des problèmes. Par exemple, si on a une deuxième pandémie de Covid, au moins... si vous voulez être, je ne sais pas, rapatrié ou quoi que ce soit d'autre, vous êtes en priorité sur les Français qui habitent en Australie. Dernière chose, il faut prendre l'habitude ici de vous mettre de la crème solaire au moins sur le visage tous les jours parce que le trou de la couche d'ozone est bien réel ici et tu t'en rends vite compte quand tu te balades et que tu vois le nombre de centres contre le cancer de la peau. Est-ce que vous le saviez que le trou de la couche d'ozone était juste au-dessus de l'Australie? Dernière chose dont on voulait vous parler, quel est notre quotidien finalement aujourd'hui après 6 mois passés en Australie? La première chose qu'on peut mentionner, c'est qu'on regrette pas du tout le choix de la ville, donc pour les raisons précédemment expliquées. Et d'ailleurs, on regrette pas non plus le choix du quartier qui est hyper important ici, puisque comme on vous disait, les villes sont très étendues, donc faut choisir un peu. C'est hyper important de bien choisir son quartier parce que vous allez faire 90% de votre vie en fait dans ce quartier. Nous, on hésitait énormément au début entre le centre, du coup à côté de nos tafs et le bord de la plage parce que c'était quand même le but de venir en Australie. Et du coup, soit t'habites le bord de la plage, c'est cool, mais du coup t'es loin de ton taf, soit t'es à côté de ton taf, mais du coup t'es loin de la plage. Et là, du coup, vraiment, on kiffe plus que jamais d'être au bord de la plage. En plus, on a énormément de télétravail, donc c'est que du bénéfice. Ce qu'on adore en Australie, c'est le lifestyle, le mode de vie, l'équilibre, vraiment la qualité de vie qu'on a ici. Et on le ressent dans la vie de tous les jours, ce respect du temps, de la vie privée et que le travail prenne pas le dessus sur tout. Ce rapport à la nature, même si on est dans une ville hyper moderne, où il y a aussi le centre-ville avec les buildings, ça fait quand même trop du bien d'habiter au bord de l'océan. Il y a beaucoup de parcs naturels autour. Et ça, c'est hyper appréciable en Australie. Ça, c'est vraiment incroyable. La Sydney, c'est qu'en fonction de ce que t'aimes, tu peux choisir où tu veux habiter. Si t'aimes bien habiter au bord de la plage, côté un peu Californie des US, t'habites sur la côte comme nous. Si tu veux être un peu en mode New York, t'habites dans le centre, au milieu des gros buildings et tout. Si tu veux être un peu en mode Angleterre, t'as plein de quartiers avec toutes les maisons en briques rouges et tout. Vraiment, tu te crois en Angleterre, c'est fou. Il y a vraiment aussi l'équilibre entre la modernité des grands buildings et cette influence britannique avec quand même le côté historique et traditionnel de tous ces bâtiments en briques rouges, des belles églises, et d'avoir ce mélange, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup aussi. L'Australie, c'est aussi un pays très multiculturel, donc il y en a pour tout le monde, autant au niveau des intérêts culturels, de la bouffe, vous trouverez de tout. Et d'ailleurs, une des choses qu'on aime bien en Australie, c'est qu'on trouve quand même qu'il y a de la bonne bouffe et qu'il y a du bon vin, donc c'est du bon pain. Et du bon pain, donc c'est non négligeable pour des Français. Ce qu'on adore aussi ici, c'est la culture du café. Il y a une énorme
énorme culture du café en Australie et c'est trop cool en fait parce qu'il y a tous ces petits cafés dans les rues, à chaque coin de rue. On s'est super adapté au climat ici. C'est assez marrant parce que c'est inversé les saisons. Donc là, on est en juillet-août, c'est le plein hiver ici alors que c'est le plein été en France. Mais voilà, même en plein hiver, il fait en moyenne 17 degrés. Par contre, c'est vraiment humide. Ce qu'on aime bien aussi en Australie, c'est d'avoir des opportunités professionnelles intéressantes puisque à Sydney et à Melbourne, c'est quand même des grosses villes où il y a pas mal de grosses entreprises et il y a de tous les secteurs, il y en a vraiment pour tout le monde. Au niveau du coût de la vie, c'est quand même bien plus cher qu'en France, mais les salaires sont aussi bien plus élevés qu'en France. Donc si vous faites le prorata, vous gagnez quand même plus d'argent. En plus, la devise est pas égale, donc 1 euro, c'est environ 1,60 $ australiens. Ce qui est cool aussi ici, c'est qu'il y a un bon système de santé publique qui s'appelle Medicare. Alors attention, quand vous êtes sur un visa de travail temporaire comme nous, vous n'avez pas accès à Medicare, sauf si vous venez de certains pays qui ont des accords bilatéraux avec l'Australie, comme la Belgique, le Royaume-Uni, et on a accès par contre à Medicare si on demande, après plusieurs années, notre résidence permanente. Au niveau de la connexion internet, elle est quand même moins bonne qu'en France et c'est surtout beaucoup plus cher. On paye 130 $ par mois, ce qui fait environ 82 euros. Donc voilà, en France, on avait une meilleure connexion, on devait payer 15-20 euros par mois. Et sachant qu'on a la fibre aussi ici. Pour ce qui est des prix, on ne laisse pas de pourboire comme on fait par exemple aux US, mais il y a beaucoup d'occasions de surcharge. Donc par exemple, à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire en Australie, c'est souvent à 1,5% de surcharge ou alors les jours fériés ou les dimanches, vous avez des surcharges dans les restaurants. Voilà, ça c'est une pratique assez courante. Ce qu'on adore en Australie, c'est les perspectives de voyage. Donc, visiter juste le pays dans lequel on est, c'est-à-dire l'Australie, c'est quand même un continent qui est plus grand que l'Europe entière. Donc il y a de quoi faire et puis il y a des paysages incroyables. Ça c'est sans parler des îles autour comme la Nouvelle-Zélande et sans parler des perspectives ouvertes sur l'Asie-Pacifique, que des pays où on n'a pas forcément l'occasion d'aller très souvent parce que c'est hyper loin de la France. Bah là, ça fait beaucoup moins loin, c'est moins cher et donc c'est plus accessible pour faire une petite semaine de vacances à Bali. Ici, les Australiens, ils vont tous à Bali parce que c'est juste à côté. Donc là où nous, à Bali, c'est une destination de ouf, ici, les Australiens, c'est le classique. Pour ce qui est du décalage horaire, pensez que depuis Sydney, vous avez environ de 8 à 10 heures de décalage horaire avec la France en fonction de la période de l'année, sachant que même à l'intérieur du pays, le pays est tellement grand qu'il y a des énormes décalages horaires, par exemple entre Perth et Sydney, quoi. Ils sont très stricts sur les lois, donc par exemple pour la voiture. Pour les limites de vitesse, ça rigole absolument pas, et de toute façon, vous allez voir le prix des amendes ici, ça va vite vous refroidir. C'est un enfer de rouler un peu dans Sydney dans le centre. Il y a des radars, vous le verrez sur Waze, à chaque feu, quasiment à chaque, sachant que c'est limité à 40. Il y a tellement de radars que tu es obligé de respecter. Un autre fun fact qu'on a remarqué et qui nous a surpris, c'est que ici, il y a des jours pour les encombrants. Donc en France, quand on irait jeter ses déchets à la déchetterie, ici, ils se disent par exemple, le dimanche, tout le monde met ses affaires sur le trottoir, tu passes dans les rues et il y a littéralement tous les déchets des gens pour que le camion de déchetterie vienne passer prendre les déchets le lendemain matin. Et on va clôturer ce chapitre sur une petite phrase que j'ai sortie à Ben il y a quelques mois et que franchement, plus on se l'a dit maintenant, plus on se dit c'est fou à quel point c'est vrai. C'est des Anglais qui sont venus vivre aux USA. C'est littéralement ça. En Australie, c'est le mix des deux. Ce petit accent australien qui vient quand même beaucoup de l'accent british. Les mecs avec la coupe, avec le mulet, la grosse moustache, le style un peu vintage, très british. Et à côté de ça, vous avez les trucks comme aux États-Unis, les grosses voitures. L'autre truc qu'on dit tout le temps ici, c'est qu'on a l'impression d'être en vacances permanentes, même si on travaille tous les jours. Hein. Les gens sont tellement gentils, c'est tellement chill qu'on a vraiment l'impression d'être en vacances perpétuelles. C'est assez fou. Donc voilà, on pourrait dire que notre expérience après 6 mois en Australie, c'est vraiment que du positif. On adore notre vie ici. N'hésitez pas à regarder tous nos vlogs qu'on a fait justement sur notre arrivée, sur notre emménagement. Ici, on a tout filmé. Franchement, si vous êtes intéressé par ça, vous n'allez pas être déçus. On a aussi sorti d'autres vidéos sur l'Australie, des vidéos que de belles images. Il y en a pour tout le monde et c'est clairement pas fini. On va faire plein de contenu en Australie. Notre prochaine vidéo, normalement, ça devrait être soit sur Melbourne, soit sur nos plongées prévues sur la Grande Barrière de Corail. On va partir 2 jours sur un bateau. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et ne surtout pas rater ça. Si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On répondra évidemment à tout. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit like sous la vidéo. On espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine. Ciao. Salut.